princesse. Oh. Un lieu, deux histoires, bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes aujourd'hui à Loudun en 1634. Comment Urbain Grandier, un prêtre charismatique, lettré, séduisant mais aussi libertin, comment s'est-il retrouvé torturé et brûlé en place publique ici même? Cet homme était-il vraiment le diable? C'est la première histoire de notre émission. C'est une affaire qui mélange le sexe, l'amour et le diable sur fond de guerre des religions. Urbain Grandier, le prêtre de Loudun, fou d'amour, voulait faire plier l'église sur le mariage des prêtres. Il sera torturé et brûlé vif. On n'a même pas étranglé au moment où on l'a mis sur le bûcher pour lui éviter justement la souffrance du bûcher. On est allé très très loin dans la torture pour Urbain Grandier. Nous plongerons au cœur du XVIIe siècle pour comprendre les raisons de cet acharnement. C'est une histoire d'un autre temps et pourtant certaines choses n'ont pas changé depuis Urbain Grandier. Près de 400 ans plus tard, Pierre Reynaud a renoncé lui aussi au célibat par amour d'une femme. Prêtre dans son cœur, il ne l'est plus aux yeux de l'Église. L'Église, elle, c'est vrai qu'elle m'a rayé des cadres, je ne fais plus partie des cadres de l'Église, quoi. Mais je n'ai jamais démissionné. Et on m'a jamais non plus foutu à la porte. Le mariage des prêtres faisait débat au XVIIe siècle et vous verrez que le débat reste brûlant d'actualité. La deuxième histoire de notre émission vous fera voir la Belle au bois dormant d'un autre œil. Que nous raconte vraiment cette histoire de princesse? À qui Charles Perrault l'a-t-il piqué? Nous irons au château d'Ussé voir cette blonde lascive et endormie qui attend son prince pendant 100 ans. C'est vous le prince charmant? Oui, c'est moi. Alors, que nous dit cette belle endormie sur notre inconscient de féministe? La Belle au bois dormant est-elle un modèle pour les petites filles ou une quiche démodée? Ce sera notre deuxième histoire aujourd'hui. Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt. Faut-il brûler les prêtres qui choisissent l'amour? La Belle au bois dormant est-elle une quiche? Vous aimez la belle histoire? Vous êtes en Touraine? C'est parti. En 1634, la France est aux mains du cardinal de Richelieu qui veut en finir avec les protestants. C'est le grand retour de l'autorité politique et la fin des mœurs légères au sein de l'Église catholique. Au début du XVIe siècle, à l'époque où la Réforme, où Luther et Calvin disent il faut en finir avec les excès, etc., les papes ont des enfants quand même. Hein. Il y a des papes qui ont des enfants et les enfants des papes deviennent papes. Donc bon, voilà. Et il faut en terminer avec ça. Et c'est pour ça que le grand concile de Trente, la contre-réforme, dit maintenant c'est fini, maintenant les papes sont austères, maintenant on arrête avec le mariage des prêtres, etc. Urbain Grandier est un prêtre charismatique, érudit et séduisant. Il ne passe pas inaperçu dans la petite ville de Loudun, mais son talon d'Achille, ce sont les femmes. Il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît lui-même puisqu'il est curé depuis quelques années, mais sa conduite commence à faire vraiment scandale auprès d'un certain nombre de personnes. Alors, il y a des dénonciations auprès de son supérieur, qui est l'évêque de Poitiers. Comble du scandale, l'une de ses conquêtes tombe enceinte et Grandier échappe de peu à une condamnation de l'Église. Mais le prêtre récidive en tombant fou amoureux de Madeleine de Brou. Oui. Urbain Grandier, aujourd'hui, ça pourrait être lui. Homme d'église, Pierre Reynaud n'en est pas moins homme de cœur. Quand il a rencontré Odile en 70, il était prêtre ouvrier et luttait pour améliorer les conditions de travail de ses camarades. Il me disait, et toi Pierrot, tu peux pas comprendre. T'as pas de famille, toi, tu sais pas ce que c'est. Nous, on a les enfants, etc. Et je me suis dit, mais alors ça veut dire qu'être célibataire, c'est être planqué. Alors là, pour moi, ça a été... Alors, j'ai dit, je ne reste plus dans cette situation. Moi, j'ai envie, non seulement mon célibat perd du sens, mais moi, j'ai envie de vivre comme eux, d'avoir fondé une famille, quoi. Une fois que j'avais ça dans la tête, j'étais évidemment ouvert à l'amour d'une femme. Odile, elle s'appelait, donc... en fait, elle était elle-même religieuse. On a eu pendant 1 an des échanges de lettres, sans se voir. Mais en partageant notre passion de l'Évangile, qui nous tenait aux tripes l'un et l'autre, quoi. Alors forcément, on est tombés amoureux. Mais au XVIIe siècle, les choses ne sont pas si simples. Tout d'abord, Madeleine de Brou a des principes. Elle veut se marier. Ne reculant devant rien, Urbain Grandier va donc écrire un traité sur le célibat des prêtres. Quelques dizaines de pages qui retracent l'histoire de l'Église et qui prouvent qu'en réalité, rien n'interdit leur mariage. Il a écrit pour Madeleine de Brou, c'est à peu près sûr. Oui, c'est à peu près sûr. Alors, ce qu'il y avait dedans,
c'est qu'il écrivait que quand on regarde les premiers textes de l'Église, quand on lit le Nouveau Testament, on lit tout le corpus de ce qu'ont écrit les pères de l'Église, il n'y a rien sur la chasteté des prêtres. Je vais pas dire, mais il y a un temps pourri chez vous. Ah oui, ça pour être pourri, c'est pourri. Pour voir ce traité, il faut aller au musée Charbonneau-Lasset. Sylviane Rowe est la mémoire vivante de Loudun, une grande admiratrice d'Urbain Grandier. Alors forcément, ce livre, c'est un peu comme s'il lui appartenait. Attention, les gants. Merci. Bah alors? Je pensais quand même qu'elle me le prêterait pour que je leur lise. Ah, ça sort pas du musée, par contre. Hein? Les bouquins ne sortent pas du musée. On les consulte sur place. Mais bien sûr que vous savez très bien que j'emmènerai pas chez moi. Voilà. Puis donc, qu'il n'y a vœu ni loi de Dieu qui oblige l'homme à garder le célibat. Il vaut mieux se marier que de brûler et goûter de la femme que de périr d'abstinence. Ainsi donc, souviens-toi, cher abbé, de cette parole du Sauveur, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et si ton gentil esprit prend bien cette science, tu mettras en repos ta conscience. Voilà, c'est ça la fin. Ainsi, en pleine période d'austérité morale, Urbain Grandier se lance dans une critique de la chasteté des hommes d'église. Et tout ça par amour d'une femme. Non seulement il écrit son plaidoyer, mais en plus, il le met en pratique. Dans le plus grand secret, le prêtre va épouser sa dulcinée. Alors là, transportons-nous dans le temps, racontez-moi ce mariage. Alors il faut imaginer ce mariage la nuit, déjà, parce que c'est un mariage secret, il s'agit d'un prêtre qui va officier aussi bien pour son propre mariage, en étant le marié et le prêtre. Madeleine de Brou, devant Dieu, consentez-vous à prendre pour époux Urbain Grandier? Oui. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la scène où on le voit à la fois monter l'estrade pour poser des questions et redescendre l'estrade pour répondre. On se rend compte que c'est un cinéma de fou. C'est un cinéma de fou qu'il fait peut-être par pur romantisme. On peut imaginer qu'il est effectivement amoureux de la jeune femme. Le mariage n'a aucune valeur, mais visiblement, l'église de Loudun en est encore toute retournée. Petit détail au niveau architectural qui a fait jaser. Ouais. On aperçoit une jolie petite sculpture où on voit un diable frappé d'un priapisme géant avec les fesses d'une nonne. Ah ouais? Oui. C'est vrai en plus. Mais à part sur cette étonnante sculpture, la sexualité ne fait définitivement pas bon ménage avec l'église, qui y voit au minimum une chose honteuse, au pire, l'œuvre du diable. Ce qui explique sans doute en partie pourquoi les prêtres n'ont toujours pas le droit de se marier. J'avais évoqué cette affaire du mariage des prêtres et tout. Et il y a une paroissienne, une bonne dame, qui me dit « Ah non, je vais vous dire, non, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est sale. » J'ai dit « Quoi ? C'est sale? Vous êtes mariés, vous trouvez que c'est sale? Mais oui, mais vous verrez si jamais c'est sale. » Donc, ça en dit long sur ce qui est dans la tête des gens, donné par l'Église et tout. Au 5e siècle, saint Augustin qui a écrit « Rien n'est plus puissant pour tirer l'esprit d'un homme vers le bas que les caresses d'une femme. » Qu'est-ce qui est plus beau qu'un homme et une femme qui se donnent ensemble? Il n'y a rien de plus grand, de plus beau. Les rumeurs sur le mariage de Madeleine et de son curé circulent dans Loudun. Les rancœurs et les jalousies s'accumulent contre le prêtre libertin. Les catholiques ne supportent pas ses amitiés avec les protestants, les hommes ne supportent pas ses ravages auprès des femmes, mais le pire viendra des Ursulines du couvent de Loudun. Car Urbain Grandier va refuser de devenir leur confesseur et ça, elles ne vont pas le supporter. Voilà, tout ce qui reste du couvent. C'est ces pierres-là? Cette porte. Et les nonnes, en fait, c'est qui? Ah, c'est pas des nonnes. Ce sont des filles nobles que les familles mettaient là parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour les doter, pour les marier. Ah. Jeanne des Anges est dépitée, déçue, et pour se venger d'Urbain Grandier, la mère supérieure va aller jusqu'à l'accuser d'avoir fait entrer le diable au couvent. Elle raconte dans tous les exorcismes, dans les écrits qu'elle a fait après, qu'elle est hantée par Grandier qui, la nuit, s'introduisait après d'elle. Elle ne savait pas trop comment. Bon, en fait, c'est du fantasme. Hein. Ma fiancée, ma sœur, sois à moi. Je t'aime.
Moi, je dirais en forçant à peine les mots, elle est folle de lui. Jeanne des Anges est rongée par la colère et la jalousie. Elle devient complètement hystérique et sa folie va peu à peu contaminer l'ensemble du couvent. Les ennemis d'Urbain Grandier profitent de la situation. Richelieu lui-même aurait décidé de se débarrasser de ce prêtre influent aux idées trop proches du protestantisme. C'est pour lui l'occasion de porter un coup fatal à l'une des dernières places fortes protestantes. Par orgueil ou imprudence, Grandier reste à Loudun et se fait arrêter. Un procès commence, en l'occurrence des séances d'exorcisme public pour prouver qu'Urbain Grandier est habité par le diable. Les soi-disant possédés arrivaient par la sacristie, donc vous voyez la porte là. D'accord. Voilà. Donc elles arrivaient par là. Voilà, et elles venaient là. Donc tous les notables loudunais étaient naturellement autour de l'hôtel, le public était là. Et... Ah, ça se faisait en public? Ah oui, bien sûr. Fallait que le peuple soit convaincu de la possession. Quant au temple, nous serons agenouillés, nous ferons les dévots. La voix de Grandier. Et à la fin des exorcismes, on dit au diable, alors qui t'a introduit dans le corps de cette malheureuse Urbain Grandier, et dis que tu te soumets à la loi de l'Église. Alors là, c'est toujours le final, parce que l'Église a toujours le dernier mot. Alors le diable dit, je vomis l'Église, je hais l'Église. On lui jette de l'eau bénite. Dis que tu te soumets à l'Église, je me soumets à l'Église. Victoire de l'Église catholique, et on ramène les religieuses dans leur couvent. Pendant son procès, Urbain Grandier va subir les pires tortures. On va lui briser les os des jambes les uns après les autres. Mais il n'avouera jamais rien d'autre que ses péchés de chair connus de tous. Et c'est pour ça que pour aller à son exécution, il n'a jamais pu être debout. Il était par terre dans la charrette. Et quand il devait faire les amendes honorables, on l'attrapait par les bras et on le laissait tomber. On lui demandait quoi là à ce moment-là? Ah ben, on lui demandait de confesser qu'il avait bien ensorcelé, qu'il avait bien signé un traité avec le diable. Il le fera? Ensorceler. Ah non, il n'a jamais avoué. Jamais. Au terme de cette mascarade, le 18 août 1634, Urbain Grandier va être condamné, comme hérétique et comme sorcier, à mourir brûlé vif sur le bûcher. Là, faut s'imaginer que c'est ici qu'il a péri. C'est ici, tout à fait. L'époque moderne lui a d'ailleurs dédié le nom de la place. Le bourreau a monté le lieu de supplice, un cercle de fer, et ignominie supérieure, il n'est pas face à l'église. On le met de dos. Il a reçu quelques coups de crucifix. On lui a aspergé la figure d'eau pour le faire grimacer et l'empêcher de parler. Et alors que le lieutenant voulait l'étrangler, les frères avaient fait un nœud non coulissant qui fait qu'il n'a pas pu être étranglé et il a été brûlé vif. Grandier aura crié son innocence jusqu'au bout, mais il sera brûlé avec son manuscrit sur le célibat des prêtres devant 6000 personnes. Loudun portera cette injustice comme une cicatrice pendant des siècles. Il restera de lui ce premier traité pour le mariage des prêtres, qui trouve une drôle de résonance dans le débat actuel. Alors, Grandier, prêtre libertin et marié, aujourd'hui, ce débat, il en est où du mariage des prêtres? C'est quelque chose qui pourrait être très facilement changé par le Vatican. Pourquoi probablement le Vatican ne le fera pas? Parce que d'abord, c'est une très longue tradition de l'Église, c'est que depuis très longtemps, c'est comme ça. Et pourquoi? Il y a une version un petit peu très généreuse, très mystique de ça, qui est de dire le prêtre, il est marié à l'Église, donc il ne peut pas être marié à une femme. Il y a une réalité beaucoup plus matérielle, beaucoup plus terre-à-terre, c'est que à l'époque où un curé gérait l'Église, etc., s'il était marié, ses enfants devaient hériter de l'Église. Donc on aurait eu des curés de père en fils, d'accord? Et donc, pour garder ses biens, l'Église s'était dit, c'est mieux qu'on n'ait que des célibataires, comme ça, les biens restent toujours à l'Église. Ce qui peut éventuellement changer, c'est qu'on permette aux hommes mariés de devenir prêtres, mais certainement pas aux prêtres de se marier. C'est pas pareil.
Pierre Reynaud, lui, a pu se marier à la mairie avec celle qu'il aimait, mais ne se considère pas pour autant comme un prêtre défroqué, à la différence de l'Église qu'il a depuis rayé de ses listes. Pour lui, le mariage des prêtres est quasiment une nécessité. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de votre histoire? Il doit rigoler, je trouve, quand il doit voir cette église, ce truc, c'est pas ce qu'il a voulu. Enfin, vraiment, c'est ces accoutrements, tout ce langage qui veut plus rien dire pour les gens et tout. Mais je suis pas à sa place. Là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un monde étrange quand même. Vous Mais pensez que Dieu... un monde sans femmes. Vous vous rendez compte? Une société sans femmes. Les femmes ne sont que des servantes. C'est les hommes qui dirigent, c'est les hommes qui pensent. C'est incroyable, ça. C'est la seule société qui reste comme ça. Le célibat des prêtres, c'est un commandement de l'Église. Est-ce que vous pensez que ça va bouger? Vous en pensez quoi, vous? Un jour, ça se fera. Il y aura des femmes prêtres, il y aura des hommes mariés, prêtres et tout, dans l'Église et tout. Mais c'est pas demain la veille. L'affaire Urbain Grandier a près de 4 siècles. Pourtant, l'Église catholique ne semble toujours pas accepter l'idée que ces prêtres soient aussi des hommes comme les autres. La deuxième histoire de cette émission, c'est une histoire de princesse surprenante. La princesse, c'est la Belle au bois dormant. Et la Belle au bois dormant, c'est au château d'Ussé qu'il faut aller pour raconter son histoire. Un château ouvert au public, mais encore habité par un prince tout à fait charmant, le duc de Blacas. Comment vous portez-vous? Très bien. Vous êtes bien élégant, dis donc. J'ai fait un petit effort. Vous m'attendiez? J'ai une question. Il paraît que vous avez le titre de prince. J'ai un titre de prince, mais ce n'est pas un titre de prince français. Je suis prince au sens autrichien du terme. Comment vous êtes prince? C'est très flatteur. Alors ma question c'est, vous arrivez ici. Oui. Vous devez chercher et trouver cette princesse endormie. Oui. Toutes les portes sont ouvertes puisque le château est endormi. Absolument. Est-ce qu'on peut aller à la découverte de ce château? Oui, mais bien sûr. Nous y allons dès que vous voulez, c'est vous la princesse. Alors, aujourd'hui. Quel ange. Alors, pour toute la journée. Allez. Et nous y allons. Souvenez-vous de ce conte de fées. Une princesse condamnée par une fée maléfique se pique avec un fuseau et tombe dans un profond sommeil. Caché dans une forêt de ronces, le château reste endormi 100 ans jusqu'à l'arrivée d'un prince charmant. Oui, il y a une jolie vue d'ici. Et c'est amusant de le découvrir progressivement au fur et à mesure que les buissons et les arbres s'écartent. C'est en découvrant le château d'Ussé que Charles Perrault va penser à la Belle au bois dormant. Une histoire médiévale qu'il imagine parfaitement dans cet endroit féerique. Charles Perrault n'a jamais écrit de conte auparavant et rien dans son parcours ne le prédestine à devenir le plus célèbre conteur de France. Pour comprendre la Belle, il faut donc comprendre Charles Perrault. Perrault, en fait, c'est qui? En fait, il faut se replacer au siècle de Louis XIV, le grand siècle. Toute ta classe de bac français, d'accord? Molière, Racine, tout ça, tout ce monde-là. Lui, il est pas très connu, il est plutôt du côté de l'administration. Et puis, un moment dans sa vie, il devient très célèbre pour une chose particulière, qui est la querelle des anciens et des modernes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la plupart des grands auteurs disaient tout ce qui compte, c'est les anciens. Les anciens, ça veut dire les Grecs et les Romains. Ils ont tout fait bien. Et Perrault, il dit, mais pas du tout, on est au siècle de Louis XIV, on n'a pas besoin de se référer aux anciens parce qu'avec Louis XIV, tout est bien. C'est quand même le mec c'est quand même le cire-pompe du pouvoir, hein, ça c'est clair. Est-ce qu'il aurait pu savoir, se douter qu'un jour on oublierait tout ce qu'il a fait avant son recueil de contes? Ah, je crois pas. Je pense que ça devait être une baliverne, ça devait être quelque chose. La preuve, c'est qu'il ne l'a même pas signé lui-même. Pensez que tous les enfants de France et probablement d'Europe connaissent le nom de Perrault à cause de ça. Je pense qu'il ne pouvait pas le penser. Charles Perrault aura donc rédigé son unique recueil de 8 contes sous le nom de son fils, Perrault d'Armancourt. Mais rien dans sa carrière ne permet de comprendre ce qui l'a amené à écrire. Si ce n'est l'inspiration que lui donnent ses séjours dans ce château. Il y avait des rencontres littéraires, que c'était le lieu où il fallait être vu, c'était, pour utiliser un terme moderne, c'était le lieu à la mode. Lorsque Perrault séjourne à Ussé, le château sort justement d'un siècle d'abandon. Est-ce l'étincelle qui l'amène à la Belle au bois dormant? Peut-être, mais l'histoire de la Belle ne tombe pas du ciel. C'est un conte qui a déjà traversé les siècles et qui n'a pas grand-chose à voir avec la princesse aux cheveux lisses de Walt Disney. Dans la version italienne, 60 ans plus tôt d'ailleurs, le prince est un roi marié et tout est beaucoup plus trash. Il lui fait l'amour. Ou
selon les lectures que vous voudrez en faire, il la viole. En tout cas, il lui fait l'amour sans l'éveiller. Moi, je serais tentée de dire sans réussir à l'éveiller. Et de cette union, qui ne l'a pas éveillée, elle est toujours en sommeil, 2 enfants naîtront, Soleil et Lune dans la version de Basile, la petite Aurore et le petit jour dans la version de Pérou. La Belle au bois dormant violée dans son sommeil et qui se réveille sans savoir de qui sont ses enfants. À l'origine, le conte ne s'adressait visiblement pas aux plus petits. Qui les lit? Qui va acheter ces livres-là au départ? Les salons cultivés, etc., tout le monde se pique de ces contes. Et tout le monde, ça veut dire, c'est la petite partie de la France qui sait lire et qui peut acheter des livres. Il redonne de la valeur à quelque chose qui est populaire, en fait. Exactement. Il redonne de la valeur à quelque chose qui est populaire en les fixant par écrit et en leur donnant une très belle langue. Alors très souvent, on a beaucoup dit sur Perrault que c'est l'homme qui a édulcoré les contes. C'est-à-dire que les contes, avant, ils pouvaient être plus cruels. Plus salaces, plus ambigus, plus cruels, etc. Lui, il en fait une version qui est une version convenable, parce qu'on se retrouve dans des salons, etc. On peut raconter des choses qui pourraient choquer les oreilles. Les siècles passent et partout dans le monde, on raconte aux enfants l'histoire de la Belle au bois dormant, un conte universel qui véhicule pourtant une image bien ambiguë de la femme. Le mythe du prince charmant est encore très fort, y compris dans la presse féminine. Quand on regarde les tests de l'été, quand on regarde les invitations à la minceur, on voit bien que tout est dans vous allez attendre l'homme unique qui va enfin vous donner le bonheur. Et donc ça va à l'encontre d'une prise de responsabilité de soi-même en disant la vie que je veux, eh bien, c'est quand même moi qui vais la faire et c'est parce que je vais être en harmonie avec moi-même que je vais pouvoir m'ouvrir aux autres. Courageux et viril à souhait, le prince va donc traverser cet immense château, froid et silencieux comme les ténèbres, à la recherche de cette pauvre princesse endormie depuis 100 ans. Oh, ça me plaît! Qu'est-ce que c'est, ça, sous nos pieds? Ça, c'est les chauves-souris qui ont fait des saletés. C'est pas vrai. Non, mais il n'y en a pas, vous inquiétez pas. Ça, c'est sympa. T'es à la princesse? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous ai dit, il y a de tout ici. Elle fait un bon 42, la princesse. Hein? Les dames, à l'époque, n'avaient pas du tout les canons de la beauté d'aujourd'hui. C'est vrai. Ah non. Non. Les belles de l'époque de Perrault, la princesse de Perrault, ne serait certainement pas une princesse au sens des canons de la beauté d'aujourd'hui. Surtout pas du 34-36, quoi. Non, je ne saurais pas vous répondre sur le terme des chiffres. Je ne suis pas très compétent. Mais cette culotte, c'est peut-être la preuve que la Belle n'est peut-être pas forcément cette quiche qui ne pense qu'à faire la belle. Elle aurait aussi du pouvoir. Elle a un pouvoir, oui. Elle a d'abord le pouvoir d'échapper à l'emprise du temps. Quand elle s'éveille, elle est jeune. Elle dit dans la version de Perrault avec beaucoup d'humour « Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre ?» Et j'ai des étudiants qui, entendant le conte, disent « Ah, déjà les reproches. Déjà les reproches. » Alors, la Belle au bois dormant, victime passive ou maîtresse femme? Pour réconcilier ces deux points de vue, peut-être faudrait-il retourner du côté d'Ussé, à l'époque où les jeunes femmes échappaient rarement à un mariage forcé. Une époque où Charles Perrault y fréquentait des princesses bien éveillées. On va faire ça comme ça. Alors, le port altier, on va retirer les cheveux comme ça, hop. Vous êtes très belle, ne vous inquiétez pas. Parfaite. Cette jeune femme. Oui. Alors, elle est la dernière propriétaire d'Ussé de la famille Valentinet. Et elle est une contemporaine de Perrault. C'est peut-être elle, la princesse Elle a sûrement été une princesse. Mais est-ce qu'il aurait pu la croiser ici au château? Oh oui, je pense, oui. Effectivement, peut-être comme jeune fille, peut-être, oui, vous avez raison. Vous posez une excellente question. Je n'y avais jamais songé. La personne était passée pour très belle. Elle a eu de nombreux amants. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas eu d'enfant. Alors que je regarde un peu les dates, mais peut-être est-elle la princesse qui a séduit Perrault, pourquoi pas? Depuis, la Belle au bois dormant a bien changé. Elle est toujours jeune et belle, mais la plupart des gens croient maintenant qu'elle sort de l'imagination d'un certain Walt Disney. J'avais le livre, moi, de La Belle au bois dormant quand j'étais petite. Il y avait écrit Walt Disney dessus. Donc, c'est comme super injuste pour Perrault. Oui, mais enfin, d'un autre côté, sur le livre, on peut se dire, est-ce qu'on aurait dû marquer Perrault, puisque Perrault, il a retranscrit un conte qu'il n'a pas inventé lui-même. Donc on pourrait dire ça. Comment se débrouiller de ça? Moi, je trouve que ce qui serait très bien de la part des parents, si j'avais des enfants, je ferais ça, c'est de leur dire, on va regarder le DVD de Walt Disney
de La Belle au Bois dormant, et puis après je vais te lire l'histoire, ou avant je te lis l'histoire de Charles Perrault, en lui rappelant qu'il y a un écrivain qui s'appelle Charles Perrault, et puis on va écouter le disque de La Belle au Bois dormant, le ballet de Tchaïkovski, puis voilà, on va étudier, comme ça même un petit enfant de 7 ans, il peut comprendre que pour raconter une histoire, on peut la raconter de diverses manières, ça s'appelle les genres littéraires, et même un enfant de 7 ans peut comprendre ça. T'es prêt pour avoir des enfants, François? Non, c'est pas une proposition, non, non. Parce que là on est dans une chambre, il n'y a qu'à enlever une poupée. Et comme on dit dans ces cas-là, ils vécurent heureux Et eurent beaucoup d'enfants. Alors quiche ou pas quiche, La Belle au Bois dormant a eu au moins le mérite de nous faire croire au bonheur à deux. Et ça, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, un autre lieu, de nouvelles histoires. Et puis d'ici là, j'embarque mon prince. Je viens avec toi. Allez,